Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Hélène Salvini-Fujita, qui est notre experte dans le monde du retail, puisque Hélène a la particularité d'exercer le métier de coach en retail excellence. Bienvenue Hélène. Merci Joanne, merci de ton invitation. Alors Hélène, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Alors, je travaille donc en tant que coach en Retail Excellence sous le nom de Helen's Way. Je suis franco-italo-japonaise. J'ai grandi entre Paris et Tokyo et je suis désormais installée à Genève depuis plus d'une dizaine d'années. J'exerce ce métier par passion pour le shopping, en réalité. Je suis même une ancienne, addict du shopping, mais guérie, j'ai envie de le croire. Cet amour pour le shopping, en fait, m'a amenée à vouloir contribuer à l'amélioration, en fait, de l'expérience client en magasin. Très bien, c'est une belle anecdote de savoir que c'est ton expérience en tant que cliente qui t'a donné finalement envie d'améliorer celle des autres clients également. Tout à fait. Très joli parcours, très varié également. J'ai une première question pour toi, Hélène. Aujourd'hui, finalement, quelle est ta vision de l'excellence ? C'est un vaste sujet. L'excellence, pour moi, c'est avant tout la quête du beau. Ça peut paraître quelque peu philosophique, mais pour moi, c'est avant tout ça. C'est pas tellement le perfectionnisme, et je dirais même pas du tout. C'est cette poursuite de quelque chose de magnifique qui vous apporte une émotion forte, qui sort de l'ordinaire. Et simplement d'avoir cette intention d'offrir une expérience inoubliable et différente, pour moi, c'est déjà ça, un gros ingrédient de l'excellence. Ensuite, évidemment, il y a l'importance de la préparation, le fait que les choses soient comme elles doivent être. Et donc, je suis assez partisane de l'existence ou la création de protocoles pour créer des standards d'excellence. Ça, c'est intéressant. Et pour rebondir là-dessus, ton objectif étant justement de créer des expériences clients extraordinaires, est-ce que tu aurais un exemple justement d'expérience client que toi-même tu aurais vécu et qui aurait suscité chez toi ce fameux wow effect? Hélas, trop peu souvent, mais j'ai le souvenir. Oui, mais c'est pour ça que j'exerce ce métier. Oui, j'ai ce souvenir dans une ville qui s'appelle San Obispo, en Californie. Je m'étais rendue dans un petit magasin de quartier qui vendait des jolies robes. Et puis, j'avais fait ma petite sélection. Et la conseillère est venue me voir tandis que je me changeais, pour me proposer une robe à fleurs. Et c'est pas du tout ce que j'aime d'ordinaire. J'étais même un peu gênée parce que tout de suite j'ai eu une réaction négative de dire I'm not into flowers, I'm not into patterns. Et puis elle me l'a vraiment mise entre mes mains et puis elle m'a dit try, I'm so sure it will fit you. Donc bon, je l'ai essayé et puis elle avait raison. C'était une telle surprise et cette robe finalement je l'ai beaucoup portée et on m'a souvent complimenté quand je l'avais sur moi. Et ce que j'en ai retiré, c'est cette conviction qu'elle avait, ce sens du style aussi, parce qu'elle elle m'a vue différemment. Donc, pour le coup, elle était une vraie conseillère. Et audacieuse. Voilà, c'est ça. Et le guts, en fait, de se dire, même si la cliente, elle n'aime pas, je lui dis avec conviction, just try it on. Et ça fait partie de ma méthodologie. Faut oser parfois bousculer un petit peu les croyances de ses clients, finalement.
Oui, exactement, mais avec l'intention juste. C'est-à-dire que ce n'est pas dans l'intention de vendre, mais dans l'intention de faire plaisir, dans l'intention de convaincre l'autre que le vêtement va lui aller. Donc finalement, c'est pas du tout transactionnel. C'est très émotionnel. Et ça, pour moi, c'est aussi un souvenir vif parce que finalement, bien que cela fasse plus de 10 ans que j'ai vécu ce moment, je m'en souviens encore tellement il est rare. Tellement il est rare. Et souvent, on se souvient aussi même des visages des personnes qui ont créé ces moments-là. Totalement. Parce qu'elles ont marqué notre vie d'une façon très spécifique. Pour une personne qui aime le shopping, c'est une expérience exceptionnelle. Après, je peux comprendre que pour d'autres, ça n'ait pas d'impact. Mais pour moi, qui aime trouver des belles choses, de pouvoir être conseillée de cette manière, en fait, c'est très bienvenu. C'est une très jolie valeur. Ça crée un souvenir mémorable. Ouais. Et justement, toi qui aujourd'hui passes toute ta vie professionnelle dans des boutiques de luxe, quels seraient les 3 conseils ou recommandations que tu pourrais partager à des personnes soit qui travaillent déjà dans cet univers du retail de luxe ou soit qui en auraient l'intention pour pouvoir exceller dans leur métier? Je dirais avant tout la curiosité. C'est un état d'esprit pour moi. Quand on est curieux des autres, qu'on est curieux de ce qui est mis à notre disposition dans la boutique, quand on s'intéresse à ce qui se passe dans l'industrie dans laquelle on appartient, la concurrence, les événements, tout ça, ce sont des ingrédients absolument, pour moi, indispensables afin de pouvoir créer un échange qui soit riche avec la clientèle. Et donc, je trouve que c'est un trait qui manque gravement. Je le vois même chez des étudiants qui aspirent à exercer dans ce milieu. Une indifférence par rapport à juste simplement ce qui se fait de plus beau dans cette industrie. Et c'est quelque chose, quand on a cette curiosité, c'est un très gros atout. Et si on ne l'a pas, comment le développer? Comment justement créer cette curiosité? C'est constamment s'informer, s'astreindre à une discipline qui est celle quelque part d'un étudiant. En fait, de se dire, je m'oblige à lire des newsletters de marques. Il y a beaucoup de publications qui sont faites de manière quotidienne ou hebdomadaire, comme Business of Fashion, si on prend un peu large, ou Women's Wear Daily, ce genre de titres pour savoir ce qui se passe. Et puis, sans parler des réseaux sociaux, des documentaires qu'on peut trouver sur Netflix et autres, sur YouTube. Il y a tellement de ressources à disposition. Et malgré tout ça, je constate dans l'exercice de mon métier que beaucoup de conseillers ne savent même pas ce qui se fait dans la boutique juste à côté. Que lorsque je vais porter, je sais pas, la 4 de Boucheron, la conseillère d'une maison que je ne citerai pas n'arrive pas à la reconnaître, alors que sa spécialité est aussi la joaillerie. Donc ça, c'est pour moi absolument nécessaire à partir du moment où on veut exercer un métier qui a pour objectif quand même la vente, mais surtout la création d'une relation de qualité avec des clients, avec des personnes qui aspirent à s'offrir de belles choses. Oui, donc si j'entends bien, finalement, on aurait la curiosité de l'univers
du luxe en général, la curiosité du produit ou de la maison qui est représentée, mais également la curiosité de l'autre. Oui, s'intéresser à la personne qui est en face de nous, au client. Qui est-il? Pourquoi est-il entré dans cette boutique? Oui. Et comment l'accompagner? Et hélas, là aussi, je constate que cette curiosité manque gravement. Et je me retrouve souvent à faire ce commentaire en début de formation où je dis si vous n'êtes pas curieux des autres, n'exercez pas ce métier. Parce que c'est tellement épuisant, en fait, de faire la conversation. Mais c'est vrai, c'est déjà beaucoup d'énergie que de la faire en étant curieux de l'autre. Mais alors, si on n'a même pas cet intérêt pour l'étranger que représente chaque client qui passe la porte, sauf on comprend bien les clients reconnus, c'est épuisant. Donc, pour moi, il y a une amélioration qui doit être faite au niveau du recrutement. De faire le choix de personnes qui ont sincèrement envie d'aider l'autre. Donc déjà aussi cette qualité de serviabilité. Je parlais de curiosité dans un premier temps, mais au-delà de la curiosité, quand on veut travailler en boutique, il faut avoir une âme serviable. Tu par là, oui. Alors, peut-être que c'est là un peu une inspiration de ma culture japonaise, mais au Japon, quand on parle du métier de la vente, on a le terme qui correspond, qui c'est Hanbaigyo. Mais le Hanbaigyo, en fait, il appartient dans la catégorie du Saabisugyo. Et Saabisugyo, comme peut-être tu peux le deviner, c'est les métiers du service. Et donc, la première intention est de servir, comme c'est le cas dans l'hôtellerie, dans la restauration, c'est d'avoir ce mindset de je suis là au service du client. Et dans la connotation rendre service ou dans la connotation faire plaisir? Les deux. Enfin, faire plaisir, c'est peut-être le point un peu plus personnel. Et puis rendre service, c'est le job. C'est l'aspect professionnel. C'est l'intention qui doit exister à minima derrière l'exercice de ces fonctions. Très bien. Et pour troisième point, je dirais l'adaptabilité. Enfin, ça peut paraître très cliché de parler de ça de nos jours, mais oui, enfin, l'adaptabilité dans le sens... je suis pro-protocole, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien l'idée que chaque maison ait un standard commun pour s'assurer d'un niveau d'excellence, tout simplement. Mais au-delà de ça, c'est comme le dit ce réalisateur que j'aime beaucoup, Ingmar Bergman, c'est qu'en fait, on ne peut improviser à merveille que lorsqu'on est le mieux préparé. Et donc, dans le métier de conseiller, l'improvisation, c'est justement le côté qu'on n'anticipe pas chez l'autre, parce que le client, il change à chaque fois. Donc, en fait, c'est pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir faire des commentaires et proposer des choses qui sont adaptées à l'autre, il faut être à 200% sur une base, sur un protocole qui est tellement bien digéré que l'autre ne peut même pas sentir qu'en fait c'est un protocole. Et donc l'adaptabilité dans ce contexte, c'est encore une fois de toujours anticiper la prochaine action, de se dire ok, qu'est-ce que je vais faire avec ce client, qu'est-ce que je vais lui montrer en particulier parce que c'est lui, parce que c'est elle, pour lui faire plaisir, pour lui donner envie. Et puis, ce qui est génial avec ça, c'est qu'en fait, ça rend chaque interaction différente. Et unique. Ah oui, mais sans vouloir rechercher l'unicité. Tu vois, l'objectif, il n'est pas là, parce que ce serait un peu égocentré, mais c'est plutôt de se dire comment est-ce que je peux aussi être moi-même dans chacune des interactions
Parce qu'en fait, la base est solide. Et donc, ça me permet d'improviser et de profiter, en fait, de chaque interaction comme une nouvelle expérience. Ça rend le job plus fun, en fait. Oui, et plus facile. Moi, je te rejoins à 100% sur ce sujet parce que je compare toujours, finalement, le service à la danse. Et il me semble que justement pour pouvoir commencer à improviser, comme tu le disais, ou pour pouvoir commencer à faire des passes, il faut absolument maîtriser les pas de base. Et le fait de maîtriser les pas de base, que là tu compares au protocole de service finalement, le fait vraiment d'avoir ce protocole solide, permet ensuite de pouvoir faire des variations et s'adapter à chaque client. Complètement. Mais s'il manque cette structure-là, c'est très compliqué parce que si on n'est que sur de l'improvisation, finalement, c'est un cafouillis incroyable. Donc, pour récapituler, les 3 conseils que tu pourrais partager aujourd'hui, ce sont ces 3 notions de curiosité, serviabilité et adaptabilité. Oui, tout à fait. Parfait, merci. Justement, en parlant de ces valeurs, me vient cette question de comment est-ce que toi-même tu arrives à incarner cette notion d'excellence dans ta vie professionnelle? J'ai une source d'inspiration très précise qui est le théâtre. Pour avoir exercé dans cet univers pendant une dizaine d'années, j'ai appris l'importance de la préparation mentale qui précède donc le moment où on se présente sur scène. Et c'est vrai que ce métier nous oblige à toujours montrer le meilleur de soi, enfin, le deal en fait, la promesse. Celle qu'on doit tenir à l'égard du spectateur, des spectateurs qui ont fait le déplacement, qui sont là, qui ont payé pour voir un spectacle, et de se dire que peu importe nos circonstances personnelles, on doit répondre à cette promesse. Et donc, savoir gérer ses propres émotions, sa fatigue, son énergie, de manière à ce qu'on puisse livrer l'excellence sur scène. Et donc, pour moi, dans l'exercice dans mon métier, c'est un peu pareil que pour les conseillers en magasin. C'est que lorsque je me présente à une formation, même si je viens d'arriver la veille et qu'il y a 8 heures de décalage horaire, comme j'ai pu le vivre récemment au Japon, c'est mon problème. Les autres n'ont pas à subir ce désagrément parce que eux sont là avec une certaine attente, ou pas, quelquefois il n'y en a pas, mais peu importe. Moi, je sais ce que j'ai promis aux clients, donc je viens, je trouve les moyens qui me sont utiles, et c'est personnel, pour être au top à ce moment-là. Et c'est sûr que quand on aime ce qu'on fait, parce que pour moi c'est un métier passion, on a de l'adrénaline, et l'adrénaline c'est toujours le meilleur allié pour les baisses d'énergie et pour être au top. Ouais. Oui, finalement, ce que j'entends, c'est que quand tu arrives pour une mission, c'est un petit peu pareil que lorsque le vendeur va arriver sur scène en boutique. Il enfile son costume, il met son masque, il rentre en scène et il joue son rôle pour susciter une émotion, pour faire plaisir à son client qui a payé pour être là. Oui, enfin... Ou qui va payer, mais qui a fait la démarche de franchir les murs, ou la porte de la boutique et qui attend à une prestation. Mais surtout dans l'univers du luxe. Parce que le luxe, c'est la promesse de quoi ? C'est la promesse de la qualité. Je parle même pas d'excellence. Simplement que ce qu'on achète est un gage de qualité, et finalement, ce prix-là, il comprend aussi le service.
Donc, si la qualité n'est pas au rendez-vous au niveau de ce qu'on va appeler de manière générale l'expérience, c'est-à-dire aussi le cadre, hein, le display, l'ambiance, etc., il ne faut pas oublier que l'ambiance, elle est aussi beaucoup créée à partir de l'humain. Et donc, ce n'est pas juste le décor, juste la musique de fond ou les parfums d'ambiance, c'est l'atmosphère, c'est l'énergie qui existe dans la présence de ces conseillers en boutique. Donc, si les conseillers sont plantés derrière leur comptoir à regarder leur téléphone, même si c'est pour faire du clienteling, hein, mais ce qui arrive fréquemment quand même. Ouais. Le message perçu par le client n'est pas des plus agréables. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'attention n'est pas portée à la présence physique, mais à une présence qui est distante. Il y a un problème de priorité ici. Mais rien que ça, juste cette posture, pour moi, c'est, comme on dit en anglais, uninviting. Ça donne pas envie d'entrer. C'est un no-go. Oui, c'est dommage que ce type de comportement non verbal, en fait, on n'y prête pas plus attention parce qu'on oublie à quel point ça a un impact sur l'expérience de l'autre et l'envie de l'autre. Parce que c'est commencé avec un malus, en fait. Même si après, le conseiller, il se rattrape en essayant d'interagir avec le client, de lui proposer des choses, il commence déjà avec un malus. Tu vois, donc pour moi, c'est vraiment fondamental de aussi reconnaître l'importance, en fait, ou l'impact du comportemental, du non-verbal, dans les premiers touch points pour les clients, dans les premiers points de contact des clients quand ils passent la porte. Et ça, au théâtre, on l'apprend. On sait déjà que quand on est derrière les rideaux, sur les côtés de la scène, on est déjà dans nos personnages. Parce que même si c'est qu'un bout de pied qui dépasse, c'est pas la même chose que si c'est son bout de pied ou si c'est le bout de pied du personnage, tu vois. Enfin, je sais que ça peut paraître absurde, mais c'est le cas. C'est la perception client. Exactement. Donc c'est important pour moi, on dit retail is detail, mais luxury retail is, all about details. Et c'est ce qui fait partie de ce que l'on nomme le cérémonial d'accueil, finalement. Oui, s'il y en a un. S'il y en a un. Il n'y en a pas toujours. Mais oui. Pour moi, je dirais même que dans toutes les formations que j'ai pu animer, que j'ai pu voir moi-même, on passe trop vite cette première étape cruciale. Qui va soit créer un green light, soit créer un red light, mais en fait, plutôt que de se poser la question de comment gérer les objections clients, etc. Mais déjà, avant ça, déjà, comment assurer un accueil tellement au top que le client est déjà enchanté dans les premières secondes de son arrivée. Très bien. Merci, Hélène. J'ai une dernière question pour toi. Comment est-ce que tu pourrais illustrer ce que c'est que de travailler avec toi ? Qu'est-ce qui fait finalement que, en tant que coach en retail excellence, tes interventions sont uniques ? Écoute, je voudrais commencer d'abord par mon motto, donc mon slogan, qui est Joyful Selling. Je veux que ce soit un plaisir. Je ne fais pas de la formation, du coaching pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent dire de manière top-down. Ce n'est pas mon approche du tout. Je veux donner envie à ces personnes d'exercer leur métier avec d'autant plus de joie, mais aussi de fierté, une fierté bien placée, de se dire qu'ils exercent un métier qui peut faire la différence quand il est bien exécuté. Et surtout que lorsqu'on a la chance de pouvoir représenter, parce que c'est un rôle de représentation, la chance de pouvoir représenter une belle maison
qui a déjà fait toutes ses preuves, on a tellement plus intérêt à travailler avec humilité, avec justement ce que je disais plus tôt, la serviabilité, parce que c'est win-win. Ça permet de créer en fait ce sentiment de gratitude, de se dire j'apporte du bonheur au client et le client va me le rendre aussi, même si c'est pas notre objectif. Et ça rend juste son daily job, son travail du quotidien tellement plus agréable. Et donc, comme j'aspire à transmettre ça, quand je suis avec mes participants, on rit beaucoup, mais on est surtout tout le temps dans l'action. Que ce soit en salle ou sur le floor, c'est action, action, action. D'ailleurs, je fais un petit peu ma réalisatrice. Pour moi, je prends la casquette de la réalisatrice et je dis action, cut. C'est du jeu de rôle, mais c'est du jeu de rôle extrêmement réaliste, où on ne fait pas semblant. Et on n'aide pas les collègues en étant bizarrement très sympathique comme client. Non, on est comme différents clients qui existent dans la réalité et on s'aide mutuellement, collectivement, à simplement trouver les meilleures approches possibles pour transformer les comportements. Donc c'est très centré action, c'est très pragmatique. Et finalement, les échos que j'ai, c'est que c'était que c'est très efficace. C'est concret. C'est concret et ça permet surtout de juste des changements utiles. Et souvent, les coachs, on est là pour ça. On est là pour donner une nouvelle perspective à une situation qui est devenue une habitude inconsciente. Donc, c'est faire conscientiser, en fait, chaque geste pour analyser si c'est un geste utile ou pas, une parole utile ou pas, et surtout, dans quelle intention. Les formations sont souvent des formations, dans mon expérience, de transmission du savoir. C'est bien, mais savoir, c'est pas faire. Et puis savoir faire, c'est pas non plus y arriver avec succès. Je trouve que c'est vraiment important de comprendre pourquoi on fait telle chose, pourquoi on dit telle chose, et d'être au clair avec ses intentions. Parce que si c'est l'intention de vendre, pour moi, ça ne marche pas. Et donc, c'est aider les conseillers à sortir de ce mindset. C'est pour ça que je préfère utiliser la terminologie de conseiller plutôt que de vendeur, justement pour recalibrer leur rôle vers la notion de conseil et donc de se dire que là est la valeur ajoutée. Leur valeur ajoutée, elle est dans le conseil et c'est en partageant de bons conseils auprès du client que le client va avoir envie d'acheter. Et c'est ça la vraie vente. Parce que c'est là que le lien se crée finalement. En plus. Mais au-delà du lien, si on veut parler de choses plus transactionnelles, c'est en travaillant le relationnel qu'on atteint le transactionnel. C'est en mettant le client pas au centre, mais en fait en ayant pour objectif la satisfaction client, que finalement on atteint son objectif de vente, pas parce qu'on aura vendu au client, mais parce que le client aura envie d'acheter de vous. Parce que le client va se dire « Waouh, j'ai été tellement bien conseillé » ou « J'ai passé un si bon moment, je ne peux pas repartir les mains vides. » Limite, même un client qui ne voudrait rien acheter finirait par choisir quelque chose juste par gratitude, voire même par respect pour l'autre. En tout cas, moi, je sais que c'est ce que je fais, c'est ce qui m'arrive de faire quand je suis
confrontés à de l'excellence en magasin. C'est la réciprocité de l'envie de faire plaisir. Tout à fait. Ouais. Et ça, il faut y croire. Il faut y croire, c'est dans la nature humaine. Merci pour ces paroles inspirantes. J'ai quand même envie de te poser une dernière question. Je ne peux m'empêcher de rebondir sur tes origines japonaises que tu as mentionnées. Comment aujourd'hui tu t'inspires de cette culture japonaise dans le monde du retail ? Ma source d'inspiration première, c'est l'esprit d'Omotenashi. Omotenashi, c'est vraiment cette idée que l'on sert l'autre sans rien attendre en retour. Pour moi, c'est l'expression ultime de l'élégance du cœur. Et de manière concrète, dans mon coaching en magasin, je demande à mes participants, aux conseillers, de trouver toutes les opportunités possibles pour exprimer la gratitude vis-à-vis de son client. Et donc, quand un client fait un compliment sur un produit, « Oh, c'est magnifique !» Merci monsieur, merci madame. Le fameux kawaii. Oui, alors si c'est une cliente japonaise, souvent c'est vrai, ça va être le propos spontané. Mais voilà, si il mentionne quelque chose de positif sur le décor, ou même qu'elle vous dit combien il aime la marque, toujours commencer par un mot de remerciement. Simple, pas besoin de se justifier, mais simplement, voilà, de partager la gratitude. On se sent mieux en tant que client. Et puis, on sort, encore une fois, de ce côté transactionnel, de ce mindset 100% stratégique. Ça fait une pause. Et c'est une façon de valoriser et le client pour sa personne et son opinion. Donc, en fait, c'est totalement win-win. Mais encore une fois, je trouve que l'élégance, c'est quelque chose qui se transforme beaucoup dans son apparence tangible sur ces dernières années. Et l'élégance du cœur, par contre, ça reste pour toujours. Voilà, la même chose. La connexion de cœur à cœur, c'est quelque chose d'organique. Et donc, j'aspire à ce que cette connexion interpersonnelle reste quand même un point marquant d'une visite en boutique. Et encore une fois, si j'exerce ce métier, c'est parce que j'aime le shopping. Je veux que les magasins, non mais vraiment sincèrement, non mais je veux que les magasins restent sur les rues. Je fais moi aussi du commerce, du shopping en ligne, mais gardons les magasins dans les rues pour que ce soit des lieux de rencontre, de connexion sociale. Et d'émotion. Justement. Ouais. Très bien. Merci Hélène pour ton partage très inspirant. Merci Joanne. Je suis dans la gratitude. Merci. Un immense merci pour votre écoute lors de cet épisode. À présent, une réflexion s'offre à vous. Qu'allez-vous mettre en place dès aujourd'hui pour incarner l'excellence dans votre quotidien ? Si cet épisode vous a inspiré, je vous invite à le partager ou à déposer quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Au plaisir de vous retrouver prochainement sur le chemin de l'excellence. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée.